7h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin est grand reporter au Figaro, spécialiste des questions internationales. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Et bonjour Renaud Girard. À la veille des célébrations du 9 mai, jour où la Russie fête sa victoire sur l'Allemagne nazie, Poutine n'a pas véritablement de victoire en Ukraine à mettre en avant devant son peuple. Est-ce que c'est un coup dur dans le récit, dans la propagande russe ? C'est un coup très dur parce que au départ, il n'y avait aucun doute dans l'esprit des Russes et surtout du leadership russe que l'affaire serait réglée en une semaine. C'était une sorte de coup de poker où il fallait prendre Kiev en une semaine et mettre un gouvernement fantoche qui aurait ramené l'Ukraine dans le giron russe. Et c'est une opération qu'il n'imaginait même pas manquer. D'ailleurs, on se souvient que Poutine avait appelé les généraux ukrainiens à se rallier à lui, ce qui montre qu'il n'était absolument pas conscient de la situation, c'est-à-dire de la situation de la valeur de l'armée ukrainienne et de sa détermination à défendre le pays, et aussi, Poutine n'était absolument pas conscient des défauts de son armée. Donc tous les discours sur la dénazification de l'Ukraine, tout cela s'est terminé. Sur quoi peut-il encore s'appuyer demain justement ? Et est-ce qu'il y aura une sorte de parade comme il a l'habitude de le faire ? Alors la victoire, ça va être très difficile de clamer victoire. Ce qu'il faut aujourd'hui éviter pour Poutine, à mon avis, c'est la défaite sur le terrain. Et puisqu'il y a quand même une contre-offensive qui se prépare, il y a 300 chars qui ont été livrés par les pays de l'OTAN à l'Ukraine. Et donc, la stratégie maintenant de Poutine, c'est de ne plus attaquer. D'ailleurs, son allié Prigojine, le chef de Wagner, a dit qu'en fait, il fallait arrêter la guerre à cet endroit-là, qu'ils avaient en fait sanctuarisé la Crimée, protéger les russophones, c'est-à-dire les habitants de Lugansk et de Donetsk, et que donc les buts de guerre avaient été atteints, qu'il fallait arrêter. Donc, les Russes ont une stratégie exclusivement de défense. Ils mettent une sorte de ligne Maginot, oui, une ligne Maginot, et il faut éviter la défaite. Alors, Poutine, en fait, a commencé cette guerre, donc l'Ukraine ne peut pas la gagner, il ne faut pas qu'il la perde pour lui, de son côté, mais il a commencé une autre guerre qui est une guerre idéologique contre l'Occident. Et celle-là, il n'est pas en train de la perdre. Celle-là, on va en parler, Renaud. Voilà. Restons encore un moment sur le terrain avec vos connaissances, votre expérience justement du terrain. Vous venez d'évoquer le chef du groupe paramilitaire Wagner. Il avait exprimé sa colère très vive dans une vidéo. Il reprochait au Kremlin de ne pas livrer suffisamment de munitions. Finalement, il dit qu'il a ses munitions, qu'il a obtenu gain de cause, qu'il ne quittera pas donc la ville de Bakhmout. Qu'est-ce qui se passe véritablement entre Wagner, cette milice, et puis le Kremlin aujourd'hui ? Alors si j'étais russe, je serais un peu inquiet parce que dans la guerre, normalement, il faut quand même, la moindre des choses, c'est d'avoir une unicité de commandement et une unicité de communication. Et c'est ce que vous avez en Ukraine. En fait, vous n'avez pas de voix dissidente. La communication est très bien tenue, elle est d'ailleurs très bonne depuis le début, et vous n'avez pas de généraux comme ça qui s'expriment à droite à gauche. Vous avez voilà, une nation en guerre, tendu entièrement vers un seul but. La Russie, c'est différent, et c'est assez inquiétant. Si j'étais russe, je serais inquiet. Comment peut-il y avoir comme ça des débats publics très virulents ? Alors évidemment, Wagner, c'était important pour les Russes puisqu'ils tiennent ce verrou de Bakhmout, et que c'est devenu symbolique, c'est devenu un petit Verdun, si vous voulez. Et donc, à ce point, Renaud Girard, parce qu'on ne voit pas tellement l'importance stratégique de cette ville. C'est symbolique ou c'est véritablement alors, militairement c'est à la fois important ? quand même un nœud routier et ferroviaire important, mais ce n'est pas très important. La ville très importante de défense ukrainienne, elle s'appelle Kramatorsk, elle est un peu en arrière, mais c'est quand même relativement important. Mais donc c'est
c'est moins important que Verdun n'était important stratégiquement pour les Français en 1916, mais c'est quand même symbolique. C'est la plus grande bataille classique, je dirais, depuis la guerre du Kippour de 1973, entre les Israéliens et les Égyptiens et les Syriens. Très intéressant, vous dites bataille classique au sens traditionnel. Il y a aussi aujourd'hui l'intervention des drones. La Russie d'ailleurs affirme avoir repoussé une nouvelle offensive de drones ukrainiens. Les infrastructures stratégiques russes sont de plus en plus visées par ces attaques. Kiev n'a pas revendiqué ces raids. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est la première étape de la contre-offensive ukrainienne dont vous nous avez parlé en début d'entretien? Si vous voulez, après la destruction du pont reliant la Crimée au territoire russe, vous avez eu une nouvelle tactique russe qui était le harcèlement par le ciel de toutes les installations énergétiques ukrainiennes. Les Ukrainiens, grâce à l'aide occidentale, ont pu se défendre, puisque je dirais que 9 missiles sur 10 ou 9 drones sur 10 sont abattus par les différents systèmes livrés par les Occidentaux aux Ukrainiens. Donc ça ne facilite pas évidemment l'action de harcèlement des Russes. Aujourd'hui, il y en a un qui est passé et qui a créé un incendie dans la région d'Odessa, très bien. C'est du harcèlement pour essayer effectivement de freiner les préparations de cette contre-offensive qu'on attend, mais ce n'est pas significatif. Alors les Ukrainiens, quant à eux, se sont dit mais pourquoi nous nous priverions de faire la même chose finalement, et au début jusqu'en territoire russe quand même. Voilà, C'est-à-dire que nous avons au début on peut dire que le territoire russe était sanctuarisé. Il n'était pas question d'attaquer le territoire russe. Il y avait toujours évidemment la peur du nucléaire. Il y avait aussi les Américains qui freinaient. Et puis ensuite il y a eu des attaques contre la Crimée à plusieurs reprises. Il y a eu des dépôts pétroliers qui ont été brûlés à Sébastopol. Et puis maintenant, pourquoi ne pas, il n'y a aucune raison de sanctuariser le territoire russe, puisque les Ukrainiens disent, puisque les Russes attaquent nos installations de logistique, nos installations civiles, nos installations énergétiques, eh bien nous allons faire la même chose pour essayer de miner le moral russe qui n'est pas très élevé, qui est en tout cas beaucoup moins élevé que le moral ukrainien. Et Renaud Girard, il y a ces inquiétudes qui ne sont pas nouvelles autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Qu'en est-il véritablement? Parce que certains se disent, mais si Poutine avait voulu viser cette centrale, cela aurait déjà été fait. Non, je ne pense pas du tout qu'il y ait une volonté de la part de la Russie de détruire ou de viser cette centrale. Certes, il y a des troupes russes qui s'y sont installées, et donc ces troupes russes, bombardées par des troupes ukrainiennes. Alors là, il y a effectivement un danger. Pour assurer vos auditeurs, le système de production d'électricité à Zaporijia n'est pas du tout le même que celui de Tchernobyl. Donc en fait, les risques d'un Tchernobyl n'existent pas. C'est la réalité qu'il faut quand même préciser. On n'a pas du tout envie de voir la destruction de cette centrale très importante qui est capable d'irriguer en électricité un quart de l'Ukraine. Mais les risques d'un Tchernobyl, scientifiquement, ne sont pas là. Vous êtes un spécialiste, on l'a dit tout à l'heure, un grand connaisseur, Renaud Girard, des relations internationales. Dans ce conflit, tant de pays sont impliqués. On parle beaucoup de l'Occident qui soutient pleinement l'Ukraine, mais on oublie que l'Occident n'est pas le monde. Et il y a eu récemment, par exemple, la visite du président chinois en Russie, c'était le 21 mars dernier. Les médias occidentaux, Renaud Girard, ont mis en avant le fait qu'il n'y a pas eu de contrat de vente d'armes, qu'il n'y a eu aucun signe de soutien à la guerre en Ukraine. Bref, c'était une visite pour rien. Est-ce que vous le voyez vraiment comme ça? Non, c'est pas une visite pour rien, c'est-à-dire de dire le message est très clair, c'est que l'Occident ne dirige plus le monde, c'est en fait le reste du monde contre l'Ouest. Le reste contre l'Ouest. Alors peut-être que l'Occident n'en a pas tout à fait conscience, et si vous voulez, autant les pays étrangers d'Afrique, d'Amérique du Sud, comme le Brésil, ou d'Asie, comme l'Indonésie, etc., n'approuvent pas particulièrement l'action russe contre l'Ukraine, mais le message qu'ils tiennent, c'est disent à l'Occident, mais vous n'avez pas fait la même chose, vous? Vous n'avez pas aidé des sécessionnistes albanophones en Serbie, au Kosovo, en 1999? Vous n'avez pas attaqué l'Irak en 2003 sans mandat de l'ONU? Vous n'avez pas détruit un autre pays qui marchait bien, qui s'appelle la Libye, en 2011? Il dénonce un Occident à géométrie variable sur voilà, certains terrains. avec un droit international à géométrie variable.
Mais la Russie n'a pas vraiment de soutien, alors que l'Ukraine a le soutien de tous les pays de l'OTAN. La Chine ne va pas armer la Russie. Et surtout, la Chine a un nouveau rôle maintenant, et on peut dire d'ailleurs, parce qu'il a été très attaqué, donc je vais le défendre ce matin, Emmanuel Macron, sur sa visite en Chine a quand même un résultat, et elle a un résultat, c'est que il y a eu d'ailleurs une communication téléphonique entre Zelensky et Macron après cette visite, c'est le coup de fil très long, d'1 heure, entre Zelensky et le président chinois Xi Jinping. Moi-même, dans un édito en février, j'avais appelé à ce que la Chine devint honest broker, intermédiaire sincère entre la Russie et l'Ukraine, parce que je pense que la Chine est le seul pays qui peut avoir véritablement une influence sur la Russie, et que autant Poutine ne peut pas céder à Zelensky, autant il peut très bien dire j'accepte l'offre que me fait mon ami chinois par amitié pour la Chine. Voilà. Et je suis content que cette idée ait fait son chemin. Mais attendez, vous pensez qu'Emmanuel Macron est dans cette perspective? C'est-à-dire, précisons à nos auditeurs, quand Emmanuel Macron a tenté de s'écarter de la position américaine au sujet de Taïwan et de la Chine, il a essuyé, il faut le dire, un déluge de critiques après avoir évoqué une sorte d'autonomie stratégique. Vous dites qu'il a eu raison parce qu'il s'est dit que la Chine peut intervenir dans ce dossier si brûlant, évidemment, du conflit ukrainien. Alors, son interview à Politico dans un avion du retour qui n'était pas préparé était effectivement maladroit sur la forme et sur le timing, ça c'est sûr, mais je parle de l'action sur le terrain à Pékin et à Shanghai de Macron, qui est de dire persuader les Chinois de jouer ce rôle de honest broker. Eh bien, à la fin, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les Américains ont écarté ça après que Zelensky lui proposé en février, proposé de parler à Zelensky en disant mais non, les Chinois peuvent jouer aucun rôle. Zelensky a en fait insisté, et Macron a rendu la chose possible, et il a eu tout à fait raison, parce que je pense que le jusqu'au-boutisme dans cette affaire de guerre Ukraine-Russie ne peut que tuer des jeunes hommes. Je pense que en fait, dans cette guerre, ni l'Ukraine ni la Russie ne peuvent gagner, et donc il faut l'arrêter, arrêter de tuer des jeunes Ukrainiens et des jeunes Russes. À la une du magazine Le Point, Renaud Girard, une photo, celle d'Erdogan, avec ce titre « Erdogan, l'autre Poutine ». Il est écrit: comme Poutine, le président Erdogan poursuit son rêve d'empire et accentue sa dérive autocratique plutôt, à la veille d'élections présidentielles et législatives. Est-ce que la comparaison vaut raison? Est-ce qu'il y a un axe des autocrates Erdogan-Poutine? Alors c'est vrai qu'ils sont très amis, c'est surtout parce que Poutine, qui avait des bonnes écoutes, avait prévenu Erdogan qu'il y avait un coup d'État qui se préparait en Turquie contre lui, et c'est de là que vient leur amitié. Mais c'est vrai aussi que en Turquie comme en Russie, vous n'avez pas de justice indépendante, vous n'avez pas de presse vraiment libre, c'est très dangereux de faire de la politique. C'est un régime, alors je dirais que le régime turc aujourd'hui est quand même moins autoritaire que le régime russe, mais c'est un régime autoritaire. Et l'Europe, on va voir, mais il y a quand même des élections le 14 mai. Vous avez un doute sur les résultats? Non, parce que je pense que l'opposition va mettre des scrutateurs dans tous les bureaux de vote, c'est ce qu'a dit... avec l'ombre des manipulations russes sur ces élections. Kilich Daroglu, non, là je pense pas que les Russes puissent influer sur le résultat. Le résultat, c'est... Vous avez un opposant très calme qui s'appelle donc Kilich Daroglu, qui est un monsieur âgé, plein d'expérience, très serein, et qui dit, voilà, la gestion d'Erdogan a failli, on l'a bien vu avec le tremblement de terre, les services publics n'ont pas été là pour secourir la population. Il faut un autre dirigeant, il faut un autre système. Je ramènerai une démocratie qui fonctionne. Votez pour moi. Et d'après les sondages, ça semble plus ou moins marcher. Mais je pense que l'opposition turque est suffisamment structurée pour
éviter, en tout cas pour nous alerter, si Erdogan voulait utiliser la À fraude. voir. C'est le prochain scrutin, évidemment, qui sera très 14 mai, qui est scruté très important. par l'Europe 14 et plus mai. largement l'Occident. Merci Tout à beaucoup, Renaud Gérard. Je vais rappeler le titre de l'un de vos ouvrages, le plus récent, Quelle diplomatie pour la France, aux éditions du CERF. Merci de nous avoir éclairé sur cette situation ce matin. Merci de m'avoir invité. Bonne Sonia. journée à vous. Merci beaucoup, Renaud Merci, Girard.